que vous pensez qu'une intervention militaire extérieure, ça sert à quelque chose? C'est pas ce que je vous Pardon, dis. mais je veux dire, c'est les mêmes mais est-ce que débats. c'est l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est encore le travail de la diplomatie? Parce que vous conviendrez, Emmanuel Bompard, que dernièrement, les dernières, comme je reprends les propos de Stéphane, les dernières réunions à l'ONU n'ont pas servi à grand-chose. Il y a beaucoup de bruit pour rien à l'ONU aujourd'hui. Je vous ai pas dit il suffira de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour régler le problème. Je préfère vous expliquer parce qu'on l'a compris comme ça. Vous l'avez mal compris. On pourrait le faire quand même. Ouais. On pourrait au moins saisir le sujet, faire en sorte qu'il y ait une discussion internationale sur la question. Ensuite, on apporte notre soutien. Il y a des sanctions contre les dignitaires du régime. Enfin, on peut faire un certain nombre de choses sans déclarer la guerre. À un pays, l'inscription des gardiens de la Révolution il y a un an, au niveau de l'Union européenne en tant qu'organisation terroriste, c'est une bonne chose? Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon rassemble autant de soutien malgré les attaques médiatiques? Ce livre décrypte la défiance populaire, la crise démocratique et le réveil citoyen en France. Résistance, le combat pour une nouvelle France maintenant à 9,99 € au lieu de 14,99 €. Mais il y a un an, il y a eu une résolution qui a été soumise au vote à l'Assemblée nationale de soutien au peuple iranien. Nous l'avions votée et dans cette résolution, il y avait cette demande et cette exigence. Donc ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction, mais par exemple, votre collègue Rima Hassan à l'Union européenne s'est opposé à ça. Elle a même pris un amendement contre cette résolution. Écoutez, franchement, regardez, vérifiez l'information que je vous ai donnée. Il y a un an, il y a eu une résolution votée à l'Assemblée nationale. Non, mais là, vous parlez pour LFI. Oui, là je vous parle Rima Hassan, elle est membre de la France Insoumise, donc je ne sais pas à quoi vous faites référence, je ne connais pas cet amendement, mais en tout cas, notre position sur ce sujet, c'est celle que nous avons votée à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous ne craignez pas, dans la séquence actuelle, parce que lorsqu'il y a une insurrection et qu'il y a répression, quand la répression frappe fort, l'insurrection se dissout, est-ce que vous ne craignez pas à terme, encore une fois, que le régime des Mollahs se maintienne, que le soulèvement des Iraniens soit encore une fois balayé? Est-ce que vous ne craignez pas finalement que le régime en profite pour se renforcer dans les circonstances? Si, bien sûr. Et par ailleurs, mon point de vue, c'est que les opérations extérieures militaires sont aussi très dangereuses parce que, évidemment, elles soudent la population autour, je ne vais pas dire de ses dirigeants, parce qu'en Iran, je pense qu'il y a une telle colère légitime et un tel rejet dans une grande partie de la population iranienne. Mais le risque d'une opération extérieure, c'est aussi celle-là. C'est pourquoi il faut trouver, je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que quelqu'un a la baguette magique, mais il faut trouver le chemin qui permet d'appuyer la révolte du peuple iranien, mais pas de la dénaturer par une intervention militaire extérieure. Rappelez-vous l'Irak quand même. Oui. Rappelez-vous l'Irak. Avec les conséquences qu'il y a eu derrière. En tout cas, on ne sait pas ce que va faire Donald Trump. On sait qu'il y a une deuxième armada qui est au large de l'Iran. Donald Trump qui, en même temps, prend beaucoup de place sur la scène internationale sur différents sujets. Il a moqué Emmanuel Macron à plusieurs reprises, le président français, et dans le même temps, c'est un fleuron de l'équipement militaire français qui quitte la France pour les États-Unis. LMB, spécialiste des ventilateurs militaires qui équipent notamment les Rafales, les sous-marins nucléaires, les Tigres. Que dites-vous, vous, patron d'LMB? D'abord, je dis que c'est une honte que la France laisse et autorise cette opération. Je ne sais pas si vous le savez, mais le ministre de l'économie a le pouvoir de s'y opposer. Oui. Il a la possibilité. Il a dit qu'il n'avait pas de leçon à recevoir pour ceux qui critiquaient cette décision. Oui, ça c'est pas un argument, ça. Il reconnaît donc. Je dis pas que c'est un argument. Il reconnaît donc. Je le dis pour nos téléspectateurs. Ce que dit le ministre, c'est qu'il y a des conditions extrêmement strictes qui ont été mises, qu'ils ont ce qu'on appelle une golden share qui va permettre de bloquer les décisions stratégiques. Et la production va rester en Corrèze, si j'ai bien compris. Mais personne n'y croit, puisque les conditions, elles existent aujourd'hui sur le papier, et puis si demain elles ne sont pas respectées. Enfin, vous vous rappelez de General Electric, qui a racheté une partie d'Alstom, et il y avait des conditions très strictes, elles n'ont pas été respectées. En tout cas, la France autorise encore cette semaine la vente, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de ce qu'on appelle Exaion, qui est une filiale d'EDF qui est spécialisée dans le calcul haute performance, et dans la vente, il y a une clause qui dit que EDF s'engage pendant 2 ans à ne pas avoir d'opération de calcul haute performance. Et M. Lescure n'y voit aucun inconvénient et autorise cette vente. Écoutez, je vais vous dire, depuis des années et des années, il y a une série de décisions qui ont été prises et qui ont renforcé notre dépendance vis-à-vis de l'Amérique de Donald Trump. Et moi, je demande, et nous allons déposer avec mes collègues insoumis à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête sur les responsabilités dans ces dépendances qui ont été renforcées entre la France et les États-Unis d'Amérique et sur les moyens à mettre en œuvre pour petit à petit couper ces chaînes de dépendance. Une commission d'enquête parlementaire. Bien sûr. Écoutez, comment vous pouvez accepter ces décisions-là? Comment vous pouvez accepter que le cloud de la SNCF a été confié à Amazon?
Comment vous pouvez accepter que dans un certain nombre de ministères de l'éducation nationale, de l'intérieur, il y a des contrats avec Microsoft qui ont accès à toutes les données de nos ministères. Et donc évidemment, quand Donald Trump ensuite a une politique impérialiste extrêmement brutale, extrêmement violente et menace de s'attaquer au Groenland, qui est quand même un territoire d'un pays allié, eh ben forcément, on se retrouve dans la difficulté parce qu'on est dépendant des États-Unis d'Amérique. Ces gens-là ont une très lourde responsabilité d'avoir renforcé ces dépendances. Et il faut faire la lumière sur les décisions qui ont été prises. Donc vous parlez de la responsabilité, mais comment expliquez-vous ces concessions, ces sacrifices de souveraineté, si je comprends bien votre point de vue? La souveraineté française est sacrifiée. Comment expliquez-vous les raisonnements des dirigeants actuels alors? Ils sont dans une forme d'aveuglement atlantiste. Encore aujourd'hui? Ah bah oui. Oh oui, c'est du bruit. Vous avez des gens qui disent non, on va cultiver notre indépendance. Et puis une semaine plus tard, ils vendent des fleurons comme LMB Aerospace ou Exaion à des entreprises américaines. Et puis vous avez, y compris en Europe... C'est une vieille histoire parce que je reviens sur ce que disait Stéphane, qui parlait d'une golden share. Moi, j'ai retrouvé un article de 2017 du Figaro qui disait ceci: LMB Aerospace, PME française, leader des ventilateurs aéronautiques, travaille avec tous les grands noms de l'aéronautique civile et militaire. Elle s'est installée en Floride, donc déjà 2017, pour se rapprocher de ses clients américains et n'exclut pas de produire sur place. Voilà, on est pratiquement 10 ans après. Mais attendez, c'est une chose de faire des affaires et de vendre à des clients américains. S'installer sur place, ça veut dire on quitte la Corrèze pour aller produire aux États-Unis. Ils ont dit qu'ils excluaient pas par ailleurs d'avoir une production sur place. Enfin après, moi je suis pas l'avocat de LMB Aerospace. Je veux juste dire que la question de à qui appartient l'entreprise sur des secteurs aussi stratégiques, c'est quand même difficile. Ce que je veux dire, c'est quand vous êtes à la tête d'un fleuron qui est notamment un fleuron militaire, puisqu'ils équipent des avions militaires, il y a quand même une conscience à avoir, même avant d'avoir l'aval du ministre ou de l'État ou du président de la République, de se dire... On travaille quand même, on a une question de souveraineté soi-même. Ça, j'entends que vous puissiez avoir cette appréciation. Mais là, en l'occurrence, on est dans le débat politique. Et le débat politique, c'est la question de la responsabilité des décisions politiques qui sont prises. Et cette responsabilité, c'est celle du gouvernement. Ça cogne un petit peu avec les images qu'on a vues ces derniers jours de l'affrontement entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Vous dites qu'Emmanuel Macron est atlantiste, qu'on vend les bijoux de famille à l'Amérique. Regardez, il y a plus d'un an, il y a eu un débat sur le budget militaire français. Et à l'époque, Monsieur Lecornu, qui était ministre de la Défense, disait « Mais non, mais 5% du PIB dans les dépenses militaires, ça n'a aucun sens ». Et Monsieur Lecornu disait ça. Puis, 2 mois plus tard, Trump a dit « Si vous ne mettez pas 5% de votre PIB en dépenses militaires, ça va très mal se passer ». Puis après, Monsieur Lecornu et Monsieur Macron ont dit « D'accord, on va mettre 5% de notre PIB en dépenses militaires ». Il y a eu le conflit ukrainien, il y a eu des États européens comme le... Monsieur de Vigneault, il y a un an. Il y a eu des États comme la Pologne. Ukrainien, il avait déjà commencé. La France est aux ordres de l'Amérique. Écoutez, au mois de juin, Monsieur Trump dit on va vous mettre 30% de droits de douane. Madame von der Leyen court le voir et négocie un accord où elle accepte 15% sans aucune contrepartie. Donc il y a une série de décisions. Et moi, je vais vous dire, les décisions de Emmanuel Macron et de Madame von der Leyen, en quelque sorte, ont donné à Donald Trump une autorisation de nous agresser, une autorisation de nous menacer, puis qu'il se rend compte qu'à chaque fois on cède. Donc pourquoi vous voulez qu'il change d'avis? Donc voilà, c'est avec ça qu'il faut tourner la page, et c'est la raison pour laquelle je souhaite cette commission d'enquête, pour que, stop, à un moment on détermine les responsabilités, et on crée enfin les conditions de notre indépendance. On crée enfin les conditions de notre indépendance, parce qu'on ne peut pas être souverain si on n'est pas indépendant. Vous, Europe 1, CNews, Les Échos, avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. On va parler du budget et de cette motion de censure que vous allez présenter demain à nouveau pour vous y opposer. Juste une petite question, puisqu'on était sur le chapitre international de Jean-Luc Mélenchon, qui cette semaine a dit qu'il voulait remettre la Russie dans le concert des nations. Il souhaite que les gazoducs Nord Stream soient remis en route. Pourquoi cette prise de position maintenant? Mais Jean-Luc Mélenchon parle d'abord de la nécessité d'arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et ensuite dresse une perspective à plus long terme, qui est un peu la perspective qui était celle du général de Gaulle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le général de Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et il considérait que la Russie devait être un partenaire de cette construction. Alors évidemment, on en est loin aujourd'hui, au vu de la situation en Ukraine. Mais oui, il faut créer cette perspective. C'est-à-dire racheter du gaz racheter du gaz à la Russie pour qu'elle finance son effort de guerre. C'est ça l'idée. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui, j'ai entendu. Après la guerre, on va parler maintenant. Donc quand la guerre n'existera plus. Et sinon, si vous préférez acheter du gaz de schiste américain qui est fait par fracturation hydraulique avec des risques sur l'environnement qui sont énormes, après évidemment que tout ça doit aller avec une lutte contre les dépendances aux énergies fossiles. Mais est-ce que c'est pas une prise de position qui est quand même très, j'allais dire, en contre avec les positions européennes qui sont très pro-ukrainiennes et qui ne sont pas du tout en concurrence avec un dialogue avec Vladimir Poutine?
Non, mais on parle de deux temporalités différentes. Et la première des temporalités, c'est créer les conditions pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, il faut des garanties de sécurité mutuelle. Et il faut que cette discussion aille jusqu'à son terme. Et on a besoin le plus rapidement possible que cette guerre s'arrête. Mais ensuite, nous, notre position, elle n'est pas alignée sur la position européenne. J'en ai fait la démonstration sur les États-Unis. Et d'ailleurs, ça sera un des grands enjeux de la prochaine élection présidentielle. Quelle position sur la scène internationale? Nous, on défend un principe d'indépendance et de non-alignement. Je vois bien qu'Emmanuel Macron est totalement aligné sur les États-Unis. Et je veux quand même dire que si Jordan Bardella était élu président de la République, il ferait de la France sans doute le 51e État des États-Unis de Donald Trump. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ses positions sur le sujet. Il a salué l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc vous voyez à quel point ce serait extrêmement dangereux qu'une telle personne soit à la tête du pays. Mais permettez-moi de vous ramener à la question ukrainienne un instant. Donc là, en ce moment, il y a des discussions pour en arriver à quelque chose comme une paix, le début d'un accord de paix en Ukraine. Est-ce que vous croyez que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous arriverons à cet accord de paix, ou croyez-vous que nous sommes dans une guerre longue encore? Non, moi, d'abord, je souhaite qu'elle puisse s'arrêter le plus rapidement possible. On le souhaite tous, mais croyez-vous que nous y sommes à peu près? Monsieur Bocoté, vous reconnaîtrez que depuis le déclenchement du conflit, nous avons toujours dit la solution, ce sera une solution par un accord de paix, par la diplomatie, et pas une solution militaire. On s'en sortira pas par une solution militaire. Ceux qui, au début, ont considéré ou ont fait croire qu'on allait infliger une défaite militaire à la Russie et les repousser en dehors des frontières de l'Ukraine se sont trompés. On en est là aujourd'hui. Dans les discussions en ce moment, il y a l'idée d'une forme de concession territoriale. Ah, voilà. Donc, mais ça fait partie de votre horizon mental, c'est-à-dire vous acceptez l'idée, je ne le condamne pas, je pose la question. Oui, allez, vous considérez qu'il serait légitime de retracer la carte, la frontière entre la Russie et l'Ukraine? Moi, j'ai dit depuis le début, et à l'époque, quand j'avais ouvert cette perspective, on avait dit que les Insoumis, vous étiez pro-russe, parce que dès que vous dites quelque chose de différent, on vous dit que vous êtes pro-russe. Moi, j'avais dit quelque chose de très simple, j'avais dit pas de concession territoriale sans consultation des populations. Et j'observe d'ailleurs qu'aujourd'hui... On a dit ça à Marine Le Pen aussi. Oui, mais c'est ce qui s'est passé en Crimée. Il y avait eu un référendum bidon. Et je ne propose pas un référendum bidon, monsieur. Je propose que, dans les conditions de l'accord de paix, il y ait des consultations des populations. Parce qu'on ne change pas les territoires comme ça sans consultation des populations. Et je remarque que quand j'avais dit ça, beaucoup de gens m'avaient critiqué. Et puis maintenant, vous avez monsieur Macron et les dirigeants européens qui se rallient à l'idée de concession territoriale sans consultation des populations. Eh ben moi, je suis pour la démocratie en toutes circonstances. C'est au peuple concerné de décider. C'est à eux de dire leurs mots et donc il faut des consultations. Et on va voir comment aboutissent ou pas d'ailleurs ces négociations à Abu Dhabi. En tout cas, demain, vous allez de nouveau être sur le pont, Manuel Bompard. La France insoumise se posera une nouvelle fois au budget 2026 avec une motion de censure. La dernière fois, il vous a manqué 22 voix. Est-ce qu'une nouvelle fois, les voix de la gauche de gouvernement et notamment des socialistes vont vous manquer? C'est le risque, oui, bien sûr. Après, la gauche de gouvernement, je ne sais pas si c'est la bonne expression, parce que je vois un chat un chat. Parce que je vois plus vraiment ce qu'il y a de gauche quand vous défendez un budget dans lequel on va supprimer 4000 postes d'enseignants, 3000 postes de surveillants, un budget dans lequel on va retirer l'aide de 500 € aux apprentis pour financer leur permis de conduire, un budget dans lequel on va retirer un crédit d'impôt pour les personnes âgées pour pouvoir faire des travaux à leur domicile pour rester à la maison et quand ils sont en situation de dépendance. Vous voyez, c'est pas un budget qui correspond au programme du nouveau Front populaire. Mais il y en a qui le laissent passer. Il y a celui-ci et il y en a pas d'autres. Il y en a qui le laissent passer. Et puis il y en a qui s'y opposent. Et donc je pense que si on veut être fidèle à la parole qu'on a donnée au moment des élections, qui n'est pas de faire ça, qui est de faire l'inverse, il faut censurer. Après, les socialistes, je vais prendre leur défense, ils disent qu'ils ont obtenu un certain nombre de choses, la suspension de la réforme des retraites, le repas à 1 € pour les étudiants, l'augmentation de la prime d'activité, etc., etc. Eux, ils disent, nous, on a obtenu des choses, vous vous opposez, vous obteniez rien du tout, quoi. C'est de tout ou rien et c'est rien, quoi. Mais non, c'est pas rien. D'abord, je vais vous dire, il y a un travail très simple à faire. Le Parti socialiste, au mois de septembre, a présenté un contre-budget. C'était leur proposition. Il y avait 20 mesures dans ce contre-budget de recettes ou d'investissements nécessaires. Sur ces 20 mesures, dans le budget de M. Lécornu, vous savez combien il y en a? Je vais vous dire, 0. Il y en a 0 sur les 20 propositions que le Parti socialiste... Ils ont trouvé des nouvelles concessions, mais pas les anciennes. Sur la table. Mais non, mais attendez, ils se revendiquent de concessions dont ils n'ont pas la paternité et la responsabilité. Que le barème de l'impôt sur le revenu ne soit indexé finalement l'année prochaine sur l'inflation alors que le gouvernement ne voulait pas le faire, c'est pas grâce au Parti socialiste, c'est grâce à tous les députés qui ont voté son indexation à l'Assemblée nationale. Non, pas surtout LR. Sur cette mesure-là... Non, pas du tout. Nous avions proposé le même amendement. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à l'époque, les socialistes avaient dit « Mais quelle honte, vous avez voté la même chose que les Républicains ». On avait dit « Mais non, mais tout le monde est d'accord pour réindexer le barème de l'impôt sur le revenu ». Donc le Parti socialiste revendique... Donc ils n'ont rien obtenu, c'est bidon. Il y a ce que vous avez dit.
je crois, le repas à 1 euro qui avait été voté il y a 1 an à l'Assemblée nationale par une majorité de députés et qui coûte à peu près 50 à 60 millions. Mais en donnant ça, le gouvernement fait 150 à 200 millions d'économies sur le budget de la vie étudiante. Il y a une augmentation de dépenses, il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Depuis ça, je reçois des mails des Crous qui disent on va être embêtés parce qu'il y a eu cette annonce, mais on n'a pas les budgets nécessaires pour la financer. Donc ce qu'ils ont obtenu, c'est de l'embrouille. À court ou moyen terme, imaginons que la censure fonctionne. C'est pas prévu, mais imaginons que la censure fonctionne. Il y a des municipales dans quelques semaines. On est à peu près un an de présidentielle. Vous souhaitez néanmoins quelque chose comme une dissolution dans les prochains... Dans la séquence si la censure fonctionne, évidemment, il faut un retour aux urnes. J'entends bien, mais avec les municipales devant nous, avec les présidentielles dans 1 an, c'est une séquence qui serait pensable selon vous? Moi, je pense que, et c'est la position qu'on défend depuis plusieurs mois, c'est que dans l'hypothèse où ce gouvernement tombe, c'est l'élection présidentielle qu'il faut avancer. C'est l'élection présidentielle qu'il faut avancer. Écoutez, franchement... Est-ce que les Français sont prêts pour ça? Écoutez, regardez... Parce que les sondages disent le contraire, que les Français, ils veulent plutôt de la stabilité, ils veulent qu'on respecte les échéances. Les Français, ils veulent pas ce budget. Hein. Oui, d'accord. Et non, ils veulent pas de la... Enfin, je sais pas s'ils veulent de la stabilité, parce que ce mot, il veut tout. Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité? Voilà. Mais par contre, sur la question de la censure du gouvernement, je crois avoir lu quelques sondages il y a quelques jours qui disaient qu'ils étaient plutôt majoritairement en faveur de cette censure. Bref. Écoutez, la question, c'est que quand vous avez Madame Montchalin, Monsieur Lecornu qui disent en fait, tous les grands débats politiques, on les a mis de côté dans ce budget parce que ça sera le cadre de l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut attendre 1 an? Est-ce que vous pensez que la France a 1 an à perdre? Vu ce qu'on a discuté avant sur la situation internationale. Permettez-moi de retourner à la question. Vous croyez que le président de la République risque de démissionner dans les prochaines semaines? Ah non, j'ai bien compris qu'il ne voulait pas démissionner. Donc la France va attendre 1 an, quelles que soient vos préférences. Ouais, d'accord, mais moi, vous me demandez ma position à moi. Donc ma position, c'est qu'on n'a pas 1 an à perdre et que le président de la République, déjà, il y a plusieurs mois, aurait dû en tenir compte. Mais sachant que cette année va avoir lieu, à quoi pensez-vous que ça va ressembler? Dans cette année? Si on en reste en l'existence, ça va être ce budget-là, c'est-à-dire une continuité de la politique macroniste, parce que ce budget s'inscrit dans la continuité de la politique macroniste, et rien qui permet de faire face aux grands défis qui sont devant nous aujourd'hui. Rien pour répondre à la situation qui fait qu'en France, on a atteint un record historique de pauvreté jamais vu depuis les années 70. Rien pour renforcer notre indépendance. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Rien pour faire face à l'urgence climatique et environnementale. Rien pour répondre aux grands défis de notre société aujourd'hui. Emmanuel Bompard, vous évoquez la situation internationale, vous dites qu'elle est grave, ce qui est le cas, et vous voudriez que le président de la République soit poussé à démissionner et qu'il y ait des élections dans la foulée. Mais est-ce que ça ne va pas encore affaiblir un peu plus la France et l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Russie? Je crois que pour ce qui est affaiblir la France et l'Europe, la France vis-à-vis de l'Europe et l'Europe vis-à-vis des États-Unis, je crois qu'Emmanuel Macron s'en occupe très bien lui-même. Donc est-ce que vous diriez si Emmanuel Macron n'était pas là, on s'en sortirait bien. Est-ce que vous diriez que les moqueries de Donald Trump sont, j'allais dire, quelque chose de plus sur l'affaiblissement de la France? Oui, évidemment, mais on va pas refaire le débat de la première partie, mais c'est pas le débat de la première partie, c'est l'image de la France. Un truc anecdotique comme les lunettes de soleil, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais ça, si j'ai bien compris, c'est pour cacher. Enfin, je sais pas, moi, je veux pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux vous dire, c'est que Donc vous lui pardonnez les lunettes? Non, mais j'ai rien à lui pardonner, mais le fait que Trump puisse parler comme ça au président de la République française, par exemple, c'est le fait et le résultat d'une série de décisions qui ont été prises de longue date dans notre pays. Antérieur à la présidence actuelle. Donc il l'a bien cherché. Emmanuel Macron y a largement participé. Non, il l'a pas bien cherché parce que moi j'accepte pas, même si je suis en désaccord avec lui, qu'on critique le président de mon pays dans ces termes-là. Mais c'est juste que quand on répond pas et quand on réagit pas à des agressions et à des menaces, après faut pas s'étonner que ça continue. Une pause. CNews, les échos avec Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Hier, des policiers en colère dans toute la France, 45 000 manifestants, manque de moyens, manque de reconnaissance. Vous êtes allé marcher avec eux? Non. Non, je vais pas, je réponds pas aux appels à la manifestation du syndicat de police Alliance. C'est que Alliance, en fait. C'est Alliance qui avait appelé ces manifestations. Ça aurait été un autre syndicat, vous serez allé? Ça dépend des revendications. S'il s'agit de manifester pour demander à ce qu'il y ait davantage de moyens pour rénover nos commissariats qui sont dans un état délabré, je partage cette revendication. On manque de moyens. S'il s'agit, oui, bien sûr. On manque d'effectifs aussi dans la police? Parce que c'est une de leurs revendications. Oui, bien sûr, mais attendez, qu'est-ce que vous leur reprochez à Alliance? Attendez, si vous voulez, on plus de moyens, plus de policiers. Polémique d'Alliance, mais
Si vous m'interrogez sur mes positions, oui, bien sûr qu'on manque de moyens dans nos commissariats qui sont dans un état absolument scandaleux. On manque d'effectifs, notamment parce que sous la responsabilité, parce que j'entends beaucoup de choses, de M. Sarkozy, quand il a été président de la République, on a eu une politique qui s'appelait la RGPD et que ça s'est traduit par le fait qu'on a supprimé des milliers de postes de police dans la police nationale. Et donc oui, bien sûr qu'on manque d'effectifs. Donc s'il s'agit de dire ça, pas de problème, je suis favorable. Mais dans les revendications de Alliance, qui s'étaient exprimées notamment en prenant position une fois devant l'Assemblée nationale en disant le problème de la police, c'est la justice, c'est-à-dire en attaquant de manière frontale l'institution judiciaire, et qui s'est exprimée ces dernières années par des prises de position extrêmement graves de soutien et de solidarité avec leurs collègues qui étaient pointés du doigt pour des manques flagrants de respect de la déontologie, il n'est pas question que je manifeste à leur côté. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du fait que ce soit Alliance, lorsque des policiers eux-mêmes manifestent aujourd'hui, est-ce que ça ne témoigne pas d'une forme de déliquescence du lien social lorsque les policiers eux-mêmes, finalement, renoncent à leur fonction régalienne classique en disant « nous sommes aussi parmi les manifestants, parmi les protestataires ». Mais les policiers ont le droit de manifester. Ils ont tout à fait le droit, mais normalement, ils ne sont pas attendus symboliquement dans ce rôle. Ah bah oui, mais c'est la situation du pays qui fait qu'il y a beaucoup de gens mécontents. Et puisqu'on parlait du budget tout à l'heure, vous voyez bien que les policiers manifestent, vous voyez bien que les enseignants sont pas contents, on va supprimer des postes. Et donc ce budget, il répond pas du tout aux besoins du pays dans le développement de nos services publics. Ces dernières années, Mme Lopar, les budgets ont plutôt fait la part belle. Les plus d'augmentation qu'il y a eu, c'était pour le régalien, pour la police, pour l'armée. On repartait de tellement loin à cause des politiques. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites, vous le reconnaissez. Il y a eu un peu d'investissement dans la police et dans la justice. En tout cas, on a recruté plus les effectifs. Un peu d'investissement dans la police et dans la justice. Le problème, c'est que ça s'est fait au détriment d'autres moyens et que c'est largement insuffisant. Par exemple, dans la justice, si vous regardez les effectifs de probation, ce qu'on appelle le SPIP, on est très en deçà des effectifs de la moyenne des pays de l'Union européenne. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si vous voulez lutter contre la récidive, il faut du travail de ces effectifs de probation. Donc là, par exemple, ça a été complètement mis de côté en termes d'investissement. Par exemple, dans la justice, la protection judiciaire de la jeunesse, qui est décisif. On parle des problèmes des mineurs, etc. La protection judiciaire de la jeunesse, elle a été ravagée par les coupes budgétaires. Donc, c'est pas parce que vous regardez en global des budgets qui ont légèrement augmenté par rapport à avant que vous avez répondu aux besoins et aux exigences d'investissement indispensables si on veut améliorer la situation de la police, de la justice dans notre pays. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement qui songe à reprendre une idée de la droite républicaine et de mettre en place une présomption de légitime défense? C'est totalement scandaleux. Pourquoi? D'abord parce que qu'est-ce qui permettrait de justifier que les policiers auraient un droit différent de n'importe quel citoyen? C'est-à-dire que quand ils commettraient un acte qui est un acte contraire à la déontologie, on considérerait que par nature, par définition, en quelque sorte, ils étaient dans leur bon droit d'utiliser leur arme à feu. Non, l'utilisation des armes, c'est encadré, réglementé par la loi. Et il n'y a pas une présomption qui dit vous avez utilisé votre arme à feu, donc c'était légitime de l'utiliser. Et vous voyez bien dans le contexte dans lequel on est, dans le contexte dans lequel il y a eu ces dernières semaines encore un jeune homme, par exemple à Paris, qui est mort après une intervention de la police, et dans lequel s'il y avait une présomption de légitime défense, en quelque sorte on considérait que la police était dans son bon droit. Et quand on voit le contexte international de ce qui se passe avec l'ICE aux États-Unis d'Amérique, si c'est ça le modèle de la police que vous voulez en France, c'est pas le mien. Sans aller jusqu'aux États-Unis, est-ce que derrière ça, nonobstant cette proposition, est-ce qu'il n'y a pas le constat d'une société de plus en plus violente avec le narcotrafic, avec une violence qui s'intensifie dans les rues, avec le narcotrafic en fait qui des comportements quasiment terroristes dans sa manière de s'imposer dans les villes, dans la violence qu'il impose aux populations qui lui sont soumises. Est-ce que cette proposition, quoi qu'on en pense, n'est pas une réponse à un contexte plus large? Attendez, d'abord, est-ce que la société est plus violente aujourd'hui qu'avant? Difficile de le dire. C'est pas difficile de le dire quand on a les chiffres de la délinquance qui sont tombés encore cette semaine. Attendez, d'accord, mais sur les homicides, par exemple, il y a moins d'homicides aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans en France. Donc, là, on compare plutôt d'une année à l'autre, non?
Bah non, mais vous me posez la question pendant des années. Il y a des phénomènes de narcotrafic. J'ai à l'esprit, par exemple, Bruno Retailleau qui disait le narcotrafic pose aujourd'hui des problèmes nouveaux. On va pas nuancer le problème. Il y a un problème. Je vous dis juste, est-ce que c'est plus violent qu'avant? Je sais pas. La criminalité organisée, c'est pas nouveau. Les phénomènes mafieux en France, il y en a eu pendant. Il n'y a pas, selon vous, une forme de désinhibition de la violence, par exemple, des phénomènes mafieux? Particulièrement dans votre circonscription, qu'est-ce que vous disent vos électeurs? Vous êtes élu de Marseille. Voilà. Il y avait un problème de narcotrafic à Marseille. Mais disons que sur le constat, je mets de côté et on s'attaque aux solutions, d'accord? Parce que c'est ça la question qui est la question importante. Bon, oui, il y a un problème avec la criminalité organisée en France, évidemment. Est-ce que la manière avec laquelle aujourd'hui le gouvernement prétend répondre à ce problème, est-ce que c'est la bonne manière d'y répondre? Évidemment non. Si vous voulez lutter contre la criminalité organisée, qui sont des réseaux internationaux, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez dans la police judiciaire, vous luttez contre les phénomènes de blanchiment d'argent, vous avez de la coopération internationale pour pourchasser les têtes de ces réseaux. On a fait exactement l'inverse. Tout à l'heure, vous avez mis en cause les policiers en disant, mais ils contestent... mis en cause les policiers, pourquoi vous dites ça? Vous avez dit, les policiers, notamment le syndicat Alliance, dit la justice ne suit pas derrière. On met en garde à vue et la police libère. C'est grosso modo ce que disent certains policiers. Mais là, vous me dites, la justice est pas opérante sur certains sujets. Je vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que les décisions qui ont été prises sont des décisions. La doctrine aujourd'hui dans la lutte contre la criminalité organisée, c'est concentré sur le bas du spectre. Le bas du panier. Donc on augmente le montant de l'amende pour le consommateur de cannabis. Donc on va chasser le petit dealer dans la rue. Mais tout le monde sait très bien que comme ça vous réglerez jamais le problème. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre tout le paquet sur le haut du spectre. Mais il y a des démantèlements de trafic et de réseaux qui se font tous les jours. Il y en a. Ça commence. Heureusement qu'il y a une police judiciaire qui travaille. Mais vous voyez bien que c'est pas suffisant. Vous m'interrogez sur la situation. Mais moi, quand on démantèle et quand on attrape une tête de réseau, je le salue évidemment. Je vous dis juste que pourquoi on le fait pas suffisamment? Parce que il manque des greffiers dans nos tribunaux pour les juger, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs dans la police judiciaire, parce qu'il y a eu une réforme de la police judiciaire qui l'a affaiblie, parce qu'elle l'a départementalisée, et que d'ailleurs les officiers de police judiciaire et les policiers de la police judiciaire étaient contre cette réforme, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens qui sont mis en place dans la douane. Quand vous avez un conteneur sur, je crois, 4000 qui est contrôlé dans le port du Havre, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la drogue qui peut rentrer. Donc il faut mettre des effectifs de douaniers, parce qu'il faut des effectifs spécialisés dans la lutte contre les phénomènes de blanchiment, parce que les têtes de réseau, à la fin, c'est de l'argent qui vient financer les réseaux. Il y a une chose que je ne comprends pas, Manuel Bompard, c'est que vous avez longtemps... Non, pas sur ce que vous venez de dire, mais vous avez longtemps dit qu'une des solutions pour le narcotrafic, c'était de légaliser le cannabis. J'y viens. Et là, vous me dites, non, en fait, c'est quand même des mesures totalement à contraire à ce que vous disiez. Mais pas du tout. Mais justement, il y a une cohérence dans ma doctrine. Arrêtez d'attaquer et de courir derrière le petit consommateur, légaliser, parce que c'est comme ça que vous pourrez concentrer. Même s'il y a des risques, on est Attendez, mais bien sûr qu'il y a des risques. Mais justement, après, on va venir sur les risques. Mais précisément, parce que vous concentrez les moyens sur le haut du spectre, la légalisation permet de concentrer les moyens sur le haut du spectre. Bah oui, évidemment, puisque ça fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des policiers qui courent derrière le petit consommateur de drogue, et vous concentrez les moyens sur le démantèlement du réseau. Ensuite, oui, il y a des risques, vous avez raison, et la meilleure manière d'avoir une politique de prévention en matière de santé... Les risques liés à la consommation du cannabis. Il y a des risques sur la santé. Tu veux essayer? Non, je pensais que vous parliez de la dépénalisation. Il y a des risques sur la santé, mais vous êtes d'accord qu'il y a des risques sur la consommation d'alcool? Et pourtant, là, on va pas tout mélanger. Là, on parle de la drogue. Je ne mélange pas tout. Je vous dis juste ça a été encadré, l'alcool. Il y a des risques sur la consommation du tabac. Il y a des risques sur la consommation. Il y a des campagnes pour le tabac. Vous avez le prix du tabac aujourd'hui. Et donc, la meilleure manière de faire des politiques de prévention et de santé publique, la légalisation, permet ensuite de mettre en place ces politiques de prévention et de santé publique. Donc moi, je ne suis pas en train de dire à tout le monde je légalise parce qu'il faut que tout le monde consomme du cannabis. Mais je dis précisément l'inverse. Il y en a de plus en plus. Je légalise. Bah oui, mais c'est pas légalisé. Donc vous voyez bien que c'est pas le sujet. On légalise, on concentre les moyens sur les réseaux de criminalité organisée, voilà, et on fait des politiques de santé publique. Dans cet entretien, Manuel Bompard défend une ligne politique particulièrement claire, l'indépendance de la France, la rupture avec la politique macroniste et une opposition frontale au gouvernement. Sur l'Iran, il condamne le régime des mollahs, mais refuse catégoriquement une intervention militaire étrangère. Pour lui, la France devrait privilégier la diplomatie, les sanctions contre les responsables du régime et le soutien au peuple iranien, sans reproduire les erreurs des interventions militaires passées.
Cette logique de non-alignement devient ensuite le fil conducteur de son discours. Bompard dénonce la dépendance française envers les États-Unis, notamment à travers la vente d'entreprises stratégiques et l'utilisation de technologies américaines dans certains services publics. Il réclame même une commission d'enquête parlementaire sur les décisions qui, selon lui, ont renforcé cette dépendance. Sur la guerre en Ukraine, sa position reste cohérente avec cette doctrine, la solution doit être diplomatique et non militaire. Il estime que toute éventuelle concession territoriale devrait passer par une consultation des populations concernées, au nom du principe démocratique. Sur le plan intérieur, Bompard s'attaque ensuite au budget 2026. Il critique les suppressions de postes dans l'éducation, les économies dans la santé et ce qu'il considère comme une politique qui ne répond pas aux difficultés sociales. Il assume donc la volonté de censurer le gouvernement et défend même l'idée d'avancer l'élection présidentielle si celui-ci venait à tomber. Sur la sécurité, son approche est différente de celle proposée par la droite. Davantage de moyens pour la police judiciaire, les douanes, la justice et la lutte contre le blanchiment, plutôt qu'une simple concentration sur les petits dealers. Il défend également la légalisation du cannabis comme moyen de libérer des moyens policiers pour s'attaquer aux réseaux criminels. Enfin, les municipales permettent à Bompard de préciser sa stratégie électorale, là où LFI arrive en tête à gauche, il veut proposer le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. À travers tout l'entretien, le même fil rouge revient, reprendre le contrôle des choix politiques français et rompre avec ce qu'il considère comme la continuité du macronisme. Vous suivez les débats de Jean-Luc Mélenchon sur cette chaîne ? Allez plus loin dans l'analyse. Découvrez comment Raymond Aron décortique les discours de la France insoumise et les rouages du pouvoir. Un e-book de 134 pages pour comprendre pourquoi le système tremble. 9,99 € au lieu de 15 €. Cliquez sur le premier lien en description. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre ? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.